Bienvenue à tous dans la chronique de Vali. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le diabète gestationnel ou comment y survivre. Le 9 janvier 2023, on m'a diagnostiqué un diabète gestationnel. J'ai 32 ans, je mesure 1m68 pour 58 kg, je suis enceinte de 25 semaines et j'ai pris depuis le début de ma grossesse plus ou moins 5 kg. Je n'ai pas d'antécédents familiaux de diabète, à part peut-être mon arrière-grand-mère qui a mis au monde un bébé qui avait plus ou moins 5 kilos. Avant l'annonce du diagnostic, je m'étais réveillée une fois la nuit avec la bouche très sèche. À part cela, je n'avais pas ressenti de symptômes. Durant la deuxième échographie morphologique, le 20 du 12 2023, on m'avait annoncé un bébé d'un poids estimé à 800 grammes pour une taille de 30 cm, soit un bébé au P80 sur les courbes de croissance. Sachant que cette valeur comporte un biais de 5 à 10% d'erreur et que ce poids est estimé en fonction de la taille de la tête, qui dans mon cas était un peu plus grande que la norme, je ne me suis pas inquiétée outre mesure. 2 semaines plus tard, on m'annonçait un poids de 1 kg 80 g pour 35 cm, ce qui le plaçait au P88 sur les courbes de poids estimées, soit une avance de 2 semaines sur le poids que devrait faire le bébé pour être dans la moyenne. Le 7 janvier 2023, j'ai donc été dans un laboratoire et on m'a fait passer le test de la GPO, c'est-à-dire hyperglycémie provoquée par voie orale. J'ai donc dû boire une petite bouteille avec 75 g de sucre, on m'a placé un cathéter et j'ai eu 3 prises de sang. Une à jeun, une après 1 heure et une après 2 heures d'ingestion. 2 jours plus tard, le verdict était tombé. Après 2 heures, mes valeurs de glycémie étaient à 166 g par décilitre, soit supérieures à la limite fixée à 153 g par décilitre. Le diagnostic était posé, je devais être suivie dans le service de diabétologie. Je faisais partie des grossesses à risque. Le diabète gestationnel entraîne des complications potentielles à la fois pour la mère, à savoir plus de risque de prééclampsie, qui est une hypertension de la grossesse, et pour le fœtus, risque d'hypoglycémie à la naissance, avec passage aux soins intensifs, macrosomie, c'est-à-dire gros bébé, et donc plus de risque de césarienne, et dystocie des épaules. J'avoue que cela a été un petit choc durant ma grossesse qui se déroulait si bien. À y réfléchir, c'est vrai que la constitution de mes repas était presque exclusivement composée de sucre complexe. Le matin, je mangeais 150 g d'avoine avec des fruits, le midi quelques biscuits et le soir, en moyenne 150 g de pâtes complètes avec parfois un peu de fromage, un peu de légumes et des lentilles. Dans les collations, je mangeais parfois du skyr et rarement du chocolat. Mes repas n'étaient pas du tout variés, je mangeais des trop grosses quantités de sucre complexe à chaque repas. Je me suis renseignée sur la cause du diabète gestationnel. En réalité, il est dû à une hormone, l'HPL, qui permet à la fois au fœtus d'utiliser le sucre, moteur essentiel à son développement, mais qui en parallèle crée chez la mère une insulinorésistance, c'est-à-dire empêche le sucre d'être correctement assimilé par les cellules de la mère et donc il reste dans le sang et entraîne une élévation de la glycémie. L'insuline du pancréas de la mère n'est pas assez sécrétée et ne sait pas s'adapter à ce nouvel équilibre et donc le diabète s'installe progressivement. La solution à ce problème est finalement de réduire les quantités de sucre ingérées afin de permettre au peu d'insuline qui est sécrétée de faire son travail, de contrer les effets de l'HPL et donc de laisser le moins possible de sucre dans le sang de la mère pour que celui-ci ne soit pas capté en trop grosse quantité par le fœtus, avide de celui-ci et s'en servant comme moteur pour grossir. En effet, le fœtus dans le ventre de la mère grossit grâce aux hydrates de carbone exclusivement. J'ai donc pris rendez-vous chez la diabétologue afin d'obtenir mon testeur de glycémie, lancette et aiguille pour pouvoir me tester 4 fois par jour afin de voir si ma glycémie était stable. À jeun, 2 heures après le petit déjeuner, 2 heures après le dîner et 2 heures après le souper. J'ai donc exclu de mon alimentation tous les aliments trop sucrés et je les ai remplacés
par des aliments pauvres en sucre, à savoir les poissons, maquereaux et sardines, crevettes, cabillaud, les œufs, le fromage, mozzarella ricotta, les noix du Brésil, les noix et les légumes variés. La diabétologue m'a conseillé de commencer chaque repas par une portion de légumes, sauf le maïs, afin de faire le plein de fibres et diminuer d'emblée l'index glycémique du repas. Ainsi que de fractionner les repas en 3 repas et 2 voire 3 collations afin d'éviter les pics de sucre et répartir la charge sur la journée. Elle ne m'a pas donné de guidelines concernant les quantités de sucre maximales à prendre pour chaque journée et à chaque repas, mais j'ai décidé de me fixer un objectif de 100 g de glucides maximum par jour. En général, nous devrions manger entre 225 et 325 g de sucre par jour pour une personne ayant un apport calorique de 2000 kcal. J'ai estimé mes apports journaliers entre 1500 ou 1800 kcal par jour. J'ai donc réduit ce chiffre à 200 g de sucre recommandé par jour et j'ai finalement pris une grosse marge de 1,5, c'est-à-dire un objectif fixé à 100 g de sucre, donc de glucides, par jour afin d'être sûr de ne pas dépasser les normes. J'ai décidé aussi volontairement de ne pas augmenter ma quantité de graisse ingérée car le sucre se transforme en graisse, mais une partie de graisse peut se transformer en sucre grâce à la néoglucogénèse. J'ai donc perdu 1 ou 2 kilos en une semaine alors que normalement on doit prendre un peu plus en fin de grossesse. Un suivi à l'hôpital avait été mis en place pour voir un peu les chiffres de glycémie et voir s'ils s'avéraient mauvais. Si c'était le cas, il faudrait passer à des doses d'insuline afin de réguler les choses. Voici donc la nouvelle routine alimentaire que je me suis fixée, sachant que je travaille et qu'en pratique les tests 4 fois par jour sont compliqués, car je suis indépendante et mes horaires et mes activités sont fort variables d'un jour à l'autre. Le matin, je me lève vers 6h30 et je mange une portion de 80 à 100 g de fromage blanc ou skyr, avec 3 cuillères à soupe d'avoine, 4 noix et une noix du Brésil, ce qui équivaut à l'équivalent de 17 g de sucre. Tout au long de la journée, je mange toutes les 2 heures une cuillère d'avoine avec une noix, soit l'équivalent de 30 g de sucre répartis sur la journée. En soirée, je me fais un repas complet avec des aliments pauvres en sucre. Avec l'expérience, je me rends compte qu'il ne faut pas manger plus que 40 g de sucre par repas d'un coup, sinon la glycémie commence à monter un peu plus. Mieux vaut fractionner que de manger des gros repas. Certes, comme tout changement, c'est pas facile au début. J'avais lu qu'il fallait 66 jours pour changer ses habitudes alimentaires sur le long terme. Au début, c'était un peu compliqué car le sucre est le moteur principal du cerveau et s'il commence à baisser trop, il est comme en état d'alerte permanent. On est beaucoup plus irascible et on manque indéniablement d'énergie. Mais on finit par s'habituer et heureusement, la situation est temporaire. Pour 2/3 des cas, le diabète gestationnel disparaît dans les mois qui suivent l'accouchement et même s'il faut rester vigilant, il constitue tout de même un facteur de risque pour développer un vrai diabète par la suite.